Dans le chapitre précédent, nous avons vu que la diversification des génomes se réalisait grâce à la reproduction sexuée, celle-ci se distinguant par la méiose et la fécondation. Au cours de la méiose, deux brassages intervenaient, le brassage intrachromosomique en prophase 1 et le brassage interchromosomique en métaphase 1 à phase 1. Donc ces deux brassages permettaient l'apparition de nouvelles associations d'allèles à l'origine donc de cette diversification du vivant. Celle-ci était accentuée lors de la fécondation où les gamètes se rencontraient au hasard, ce qui était à l'origine de nouvelles combinaisons alléliques et à l'apparition de nouveaux génotypes. Par ailleurs, certains accidents de méiose, comme le crossing over inégal ou la mauvaise migration des chromosomes ou des chromatides, intervenaient également pour accentuer cette diversification des génomes. Cependant, ces deux mécanismes qui interviennent lors de la reproduction sexuée ne sont pas suffisants pour expliquer la grande diversité du vivant. En effet, nous avons vu que la complexification des génomes pouvait également se réaliser sans l'aide de la reproduction sexuée. Ainsi, des transferts de gènes entre les êtres vivants sont possibles, bien qu'ils n'appartiennent pas à la même espèce. Donc nous avons évoqué cela grâce à l'exemple du placenta. Nous avons vu que ce placenta était une structure qui était indispensable à la survie et au développement du fœtus chez les mammifères placentaires, par exemple. On avait remarqué que ce placenta était en fait une couche formée de cellules particulières, puisque on constatait dans ce document, dans ce petit schéma, que cette structure, ce syncytiotrophoblaste, était comme une grosse cellule avec de nombreux noyaux à l'intérieur, ce qui était assez étrange, parce qu'une cellule, vous le savez, est formée d'un seul noyau et délimitée par une membrane plasmique. Ici, on avait une structure assez importante, avec beaucoup de noyaux, et on ne voyait absolument plus de membrane plasmique, plus de cellules qui étaient bien délimitées. Alors, on s'est demandé comment était-il possible d'avoir cette structure. Et on a remarqué dans le document 2 que un gène particulier avait été mis en évidence, ce gène s'appelant la syncytine. Donc lorsque ce gène de la syncytine n'était pas activé, c'est ce qu'on observe à la photographie grand A, la protéine syncytine n'est pas produite, et on observe bien donc des cellules classiques avec un noyau qu'on voit ici en violet foncé, le cytoplasme en rose, et on voit bien qu'il y a un petit contour qui délimite bien ces cellules. Lorsque ce gène de la syncytine est activé, la protéine syncytine est produite et vous voyez qu'on a des grosses structures qui apparaissent. Donc on voit notamment cette grosse structure, on voit à l'intérieur plein de petits noyaux violets et on n'observe absolument plus de membrane plasmique. Donc on s'est dit, peut-être que cette syncytine, ce gène de la syncytine, c'est ce qui permet aux cellules du syncytiotrophoblaste de fusionner en cette grosse structure et permettre la formation de ce placenta. D'où la question, comment ce gène de la syncytine est-il apparu? Dans le document qui vous était fourni sur la phylogénie des vertébrés, on voyait que différentes syncytines étaient apparues au cours de l'évolution. Dès que le placenta apparaît, c'est que ce gène de la syncytine devait être présent. Et on regarde que chez les mammifères, on distingue des syncytines 1 et 2. Chez les lagomorphes, comme le lapin, on voit une syncytine particulière ORI 1. Et chez l'équivalent des souris, on voit des syncytines grand A, grand B. Donc vous commencez sans doute à réaliser, tiens, ça me rappelle quelque chose, on a des gènes différents dans différentes espèces, des branches qui sont pas tout à fait les mêmes, et pourtant ces gènes codent pour une protéine semblable. Immanquablement, ça a dû vous faire penser à ce qu'on avait évoqué pour la globine. Alors peut-être que ces gènes de la syncytine sont apparus, comme pour les globines, suite à une duplication, une mutation, une transposition de gènes qui étaient formés. Autrement dit, on pouvait penser que les syncytines formaient une famille multigénique. Pour vérifier cette hypothèse, on a eu l'idée de comparer les différents gènes de la syncytine entre eux, et on s'attend à observer au moins 40% de ressemblance au niveau des séquences de nucléotides. Lorsqu'on regarde cette comparaison, on voit que grosso modo, on est vraiment à la limite des 40%, voire en dessous. Quand on compare la syncytine ORI 1 avec la 2, la A et la B, on est à 30%, 38% entre la syncytine A et la 1, et vraiment 40,
42%, c'est vraiment entre les syncytines A et B qu'on a le plus gros score, mais sinon globalement on a 40% en dessous, ce qui met un peu à mal l'hypothèse d'une famille multigénique. Donc là, les chercheurs évidemment s'arrêtent pas à ça, hein. On se demande si c'est pas une famille multigénique, comment ce gène de la syncytine a-t-il pu apparaître dans des espèces et des lignées aussi différentes que celles évoquées dans l'arbre. Alors une découverte a mis les chercheurs sur la piste, à savoir un rétrovirus, un virus MPMV qu'on a retrouvé donc chez le singe. Et en regardant comment ce virus s'intégrait aux cellules de son hôte, on a constaté que ce virus finissait par fusionner avec les cellules de l'hôte, un peu comme font les cellules du syncytial trophoblast. Donc on a bien une fusion entre cellules, et là on voit bien que ce virus est capable de fusionner avec une autre cellule, et ceci grâce à une protéine particulière, protéine qu'on appelle la protéine MSRV. Par conséquent, ce virus doit avoir dans son ADN le gène MSRV qui produit cette protéine, capable de permettre la fusion entre la cellule hôte et la membrane plasmique donc de ce virus. Donc l'hypothèse suivante a été proposée, peut-être que la syncytine finalement, le gène de la syncytine ne serait rien d'autre que le gène du virus. On a donc comparé le gène de la syncytine avec le gène MSRV d'un virus, et là on a vu qu'on avait quand même des ressemblances assez marquantes, hein. On est à plus de 40%, donc là c'est un peu plus net quand même, 44, 43, 78, donc l'idée que le gène de la syncytine provienne d'un virus semble quand même un peu plus démontré, mais il faut aller plus loin, parce qu'étudier un seul virus, c'est pas très démonstratif, hein. Il faut vraiment étudier les choses sur un plus grand nombre d'individus. Donc c'est ce qu'on a fait en regardant un logiciel de comparaison de séquences qui permet de blaster, comme on dit, autrement dit de comparer de nombreuses séquences chez des nombreux individus. Donc on a comparé la séquence de la syncytine 1 humaine avec différents gènes chez différentes espèces. Nous avons obtenu le tableau suivant, et ce qui est intéressant, c'est de voir les trois premières lignes. La première donc correspond à la syncytine humaine qui servait de référence. Et en dessous, quand on regardait la colonne Kerry-Cover qui correspond aux similitudes des séquences, on voit que les trois prochaines séquences, 93%, 89%, 62%, donc c'est des ressemblances assez fortes, hein, appartiennent à ce qu'on appelle des provirus, donc des virus. Donc ce dernier test confirmait l'origine virale finalement du gène de la syncytine. Par conséquent, on voyait un nouveau mécanisme capable de complexifier le génome. Ce mécanisme, c'est le transfert de gènes hors reproduction sexuée, et c'est ce qu'on appelle donc des transferts horizontaux de gènes. Donc ils se font par des processus variés, par l'intermédiaire de virus ou de bactéries. Donc ce mécanisme de transfert horizontal de gènes est permis grâce aux propriétés de l'ADN. Hein. Vous savez que l'ADN a une structure universelle, à savoir une double hélice, avec des nucléotides complémentaires. Donc le nucléotide A, adénine, étant complémentaire du nucléotide T, thymine, le nucléotide C, cytosine, complémentaire du nucléotide G, guanine. Donc cette structure universelle va permettre d'échanger et de transférer des gènes d'une espèce à une autre, d'une lignée à une autre, même très différente. Donc on voit ici un transfert entre des virus et une espèce humaine. Donc on peut pas dire qu'on se ressemble vraiment beaucoup, on a bien affaire à des lignées très différentes, et les transferts de gènes sont malgré tout possibles. Donc ces transferts horizontaux de gènes, on s'est rendu compte que c'est vraiment très fréquent au cours de l'évolution, et que ces transferts ont eu un impact important justement sur l'évolution des populations, parce que ce transfert de gènes va faire apparaître des nouvelles protéines, donc des nouvelles propriétés chez les organismes qui vont recevoir ces gènes. Et si ce caractère apporte un avantage sélectif, l'individu qui exprime ce gène va être favorisé au cours de la sélection naturelle, et ce gène va être conservé et sa fréquence va augmenter au sein de la population au cours des générations. Cette propriété de transfert de gènes a également été utilisée dans la santé humaine notamment, et vous avez donc l'exemple qui vous est proposé sur la propagation des résistances aux antibiotiques.
mais également pour la santé humaine, on a utilisé les propriétés de transfert de gènes pour faire des transgénèses et permettre à des bactéries comme Escherichia coli de produire des molécules utiles à l'homme comme l'insuline pour permettre de soigner les diabétiques. Donc pour le transfert horizontal de gènes bactériens pour la santé humaine, donc vous avez l'exercice qui vous est proposé. Donc il suffira de suivre un petit peu le même raisonnement que celui que nous avons eu à faire en TP. Donc faire une synthèse qui regroupe les différents éléments que vous aurez pu récolter soit par les documents, soit par différentes manipulations et études de logiciels. Donc voilà, mais écoutez, je vous souhaite bonne chance, et puis à bientôt pour une mise en commun et une correction de ce dernier exercice.